beaucoup parlé de l'État et de sa place dans le monde qui est un peu chahuté, on en a parlé ce matin. Ça reste un acteur clé. Pour les patrons, c'est le partenaire clé, l'État. Pour des questions réglementaires, bien sûr, la loi fige l'environnement dans lequel vous évoluez. Et puis, l'État, c'est aussi le partenaire clé pour les questions fiscales, parce qu'on sait que la question se pose ces temps-ci. Alors, puisque ce sont les discussions sur la loi de finances, alors l'État est aussi le partenaire des entreprises marocaines pour aller à la conquête des marchés étrangers et piloter l'équipe Maroc, dont vous faites partie et qui part à l'assaut du monde. Alors, les entreprises ont un avis, elles ont une expérience de leur travail avec l'État, et on a pensé que ces universités d'été étaient aussi l'occasion pour la CGEM de parler avec ce partenaire extrêmement important et de discuter pour voir qu'est-ce que la CGEM imagine pour un État qui vraiment soit un partenaire efficace, un meilleur partenaire pour les chefs d'entreprise marocaines. Alors, pour en parler, j'invite sur scène Nika Guillory, ancien Premier ministre de Géorgie, please welcome. Ahmed Rahou, vice-président de la CGEM, président et PDG de la CIH Bank. Zouer Chourfi, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Bienvenue, monsieur. Et Christian Lévesque, président de l'Évêque éthique et président du Comité canadien pour la création de la norme ISO 37001, ancien député de l'Assemblée nationale du Québec. Bienvenue. Et enfin, Alain Ebobissé, le PDG d'Africa 50. Bienvenue, Alain. Alors, comment servir l'entreprise et les citoyens? Quelle stratégie d'investissement social pour l'État? L'éducation, la santé sont-ils toujours des domaines publics? Ce sont de vastes questions. La culture de l'entrepreneuriat est-elle aussi un domaine dans lequel l'État doit intervenir? On peut aussi parler du doing business, comment réussir ce saut quantique extrêmement important. Les bonnes pratiques du privé peuvent-ils bénéficier au public? Et puis, on peut parler aussi d'amour, puisque les relations entreprise-administration, c'est un peu « je t'aime, moi non plus », on le sait bien ici. Alors, on va en parler avec cette première question que je vais adresser à tous mes intervenants. Qu'attendez-vous de l'État pour aider les entreprises à se développer? Quelle est la mesure clé qu'un État peut prendre? My first question will be to you. What do you expect from the state to help companies grow? What is the key measure that the state can take? Welcome. Thank you very much. First of all, I have to apologize. I don't speak French, so I'll be speaking English. It was a very inspirational speech just we heard, and many of those things that we're actually told here, we have done it in practice in Georgia. And what can government do for the private sector? I think it's very easy. To say, maybe very difficult to do. It's actually creating a level playing field for everybody. That's one. Getting rid of red tape, minimizing the bureaucracy, and having a deep reforms as deep as possible and as soon as possible in order to help the private sector to grow and to employ more people. We in Georgia, and I was Prime Minister of Georgia during this period of time, and we in Georgia believe that private sector was there to grow, to lead the growth and to create jobs. For the government's main role was and is to create environment for the private sector to flourish and make money. FDI, foreign direct investment, and small and medium-sized enterprise development were the main drivers of the economic growth of Georgia. And I'll give you a couple of examples which will show you the level of transformation. In Doing Business report, Georgia was, before reforms, Georgia was 112th place. After reforms, within 5 years' time, Georgia was number 8. It's the only country that managed to jump from below 100 to top 10, and still remaining in top 10 in Doing Business report. According to Transparency International, Georgia was one of the most corrupt countries in the world. Out of 132 countries,
asked in that year, Georgia was 128th. Within 4 or 5 years' time, Georgia was amongst the least corrupt countries in the world. So what I want to say that actually this kind of transformation is possible, is doable, it had been done, and can be done in a short period of time. All that it takes is actually political will, capable government, and the team that actually can drive this type of reforms, knowing that it's risky, but still taking a risk. What we actually did, we actually got rid of the red tape. We got rid of 85% of rules and regulations. We got rid of 85% of licenses and permits within a couple of years' time. We came up with 2 overarching reforms: silence is consent and one government principle, which said that silence consent means that if a citizen goes for a permit and the answer is not done within 20 days' time, the answer is automatically yes. One government principle is when there is a rule which says that no government agency can request from a citizen or from a businessman to get a paper from different government agency. If this government agency needs this paper, let this agency go get themselves. So these 2 overarching rules were actually the ones that changed the mindset of bureaucracy. And that was the most important thing to do, because bureaucrats have totally different mentality. They are decision makers. They are not comfortable with new innovations. They are not comfortable with new realities. They want to keep as it is. Unless you put this type of constraints on bureaucracy, which is constraining them with time, constraining them with minimizing the procedures, there is no way that government can help private sector to flourish. I think the formulas that we came up in Georgia really helped us to do that, and we actually saw a huge jump of the economy and huge jump in private sector activity in Georgia, averaging our growth at 7 to 8%, even without any oil, without any gas, or without any natural resources. Thank you. Monsieur Raoult, qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'État? Qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'État pour aider les entreprises à prospérer? Alors, je pense personnellement, je pense qu'un tas de mesures soutenues par la CGM vont dans ce sens, qu'on est dans une situation aujourd'hui où l'État doit fondamentalement changer de paradigme. Le paradigme qui est aujourd'hui vécu, c'est celui plutôt d'un objectif de moyens. L'administration, l'État met un certain nombre de dispositifs pour répondre à des sollicitations. Je pense que ça a été dit ce matin, un élément important, c'est de passer d'une culture de moyens à une culture de résultats. Donc il faut absolument que le paradigme de l'État soit dans un engagement de résultats, ce qui veut dire que les objectifs vont être définis et que ça doit être mesuré. Autre élément du paradigme qui doit changer, nous avons aujourd'hui un empilement de réglementations. Ça peut être justifié pour les environnements, pour des contraintes d'environnement, des contraintes d'autorisation, mais souvent on oublie la finalité pour laquelle ces réglementations est faite, pour ne se préoccuper que des autorisations intermédiaires ou des modalités. Or, ces modalités, souvent, malheureusement par l'empilement des réglementations, font intervenir un tas de monde qui, du fait que la culture du résultat n'est pas là, deviennent des sources de pouvoir. Or, c'est humain, quand on crée une source de pouvoir, on veut asseoir ce pouvoir. Donc, ça fait au mieux des retards, c'est-à-dire le type n'est pas concerné par les délais, n'est pas concerné par le résultat, il va prendre son temps, bloquer, etc. Donc, ça lui donne une source de pouvoir. Ou, au pire, c'est monnayable. Dans ce cas, on passe dans des pratiques non éthiques. Or, la seule façon de lutter contre ça, à mon sens, c'est qu'on digitalise au maximum les procédures, parce qu'on sait très bien que lorsque, et aujourd'hui la technologie le permet, ce qui permet d'éviter au maximum les interactions humaines est souvent un accélérateur de l'efficacité finale. Donc il faut passer à cette culture de la désintermédiation forte, de façon à ce que l'État soit efficace, pour revenir justement, autre élément du paradigme, à ce que les comités, les commissions jugent la finalité. Pourquoi on a fait ce texte, pourquoi on a fait cette loi, et non pas le fait qu'il y ait tel ou tel papier. Donc je pense que ces changements sont importants.
Si on est dans cette culture, efficacité, désintermédiation, finalité toujours présente en termes de décision, je pense que l'État peut créer un environnement favorable. Ça peut aller sur des choses qui ont été dites. On a demandé, par exemple, effectivement, que l'administration ne peut pas demander un papier produit par une autre administration. Ça paraît normal, mais en fait, dans la réalité, malheureusement, c'est mal vécu par l'entreprise et par les jeunes entrepreneurs. On a souvent des embûches qui sont faites pour des papiers qui ne sont pas du tout nécessaires pour le process en question, mais simplement on veut régler un problème d'une autre administration en jouant sur son pouvoir. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Dernier point sur lequel je veux insister, c'est que l'État, au-delà de son intervention en tant que régulateur réglementaire, il est nécessaire aussi de voir que l'État est un gros consommateur. L'État dépense 170 à 180 milliards de dirhams chaque année en investissement et en dépenses. Or, aucun lien n'est fait entre cette dépense et la création de valeur, la création de richesses, la création d'entreprises nationales. Nous pensons à la CGM qu'il est temps qu'un cadre légal définisse ce lien et que tout comptable, tout ordonnateur, tout dépenseur de l'État ait à rendre compte sur en quoi sa dépense a généré des recettes avec des mécanismes qui permettent le droit à l'erreur, le droit à l'expérimentation, l'appel à des jeunes, l'appel à des start-up, ce qui, malheureusement, notre réglementation ne permet pas aujourd'hui. Enfin, un tout dernier point, c'est que l'État cesse de penser qu'il a le monopole de l'intérêt général, parce que souvent c'est par ce biais-là qu'il impose des réglementations tatillonnes, et que l'intérêt général est partagé entre l'entreprise citoyenne et l'État. Réponse du berger à la bergère. Monsieur Chorfi, vous avez la lourde tâche de répondre, parce que finalement, on entend aussi des réclamations qui peuvent apparaître légitimes. C'est aussi l'occasion pour l'État d'expliquer, de faire le travail de pédagogie de votre mode de fonctionnement, de ce que vous envisagez aussi comme réforme, probablement parce que c'est aussi ce qui se passe. Merci à vous, et la tâche n'est pas si lourde. Peut-être commencer par dire, bien sûr, l'honneur et le plaisir qui sont les miens d'être ici, et remercie pour cette invitation, pour le choix du lieu, les thématiques, la qualité des intervenants. Et je suis persuadé que ces 2 journées seront un moment fort pour éclairer le chemin et en tout cas orienter notre cheminement. Je pense que c'est quelque chose d'important. J'espère qu'on parlera plus d'avenir que d'être dans des énièmes diagnostics. Nous sommes devenus des spécialistes du diagnostic et nous consacrons peu de temps à l'avenir. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on oriente en tout cas nos réflexions de ce qui a été dit ce matin sur le monde qui change, à notre connaissance intime de nos réalités. Je pense que nous avons tous conscience qu'on est dans un moment crucial, à la croisée des chemins, qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs. Le Maroc de demain se fera par nous tous ou ne se fera pas. Et donc, nous avons une obligation de travail ensemble et une obligation de résultat. Alors, bien sûr, les espaces de progrès sont nombreux. Si on devait réfléchir à l'action de l'État marocain, il nous faudrait un État davantage stratège, qui, en partenariat avec ses partenaires sociaux, éclaire, en tout cas fixe le cap et donne de la visibilité. Nous avons besoin, pas de cette mouche, nous avons besoin d'un État davantage régulateur, qui édicte la règle et veille au respect des conditions d'une saine concurrence entre les acteurs. C'est extrêmement important. Nous avons besoin d'un État qui soit facilitateur et accompagnateur, qui simplifie ses procédures et qui accompagne les entreprises. Nous avons besoin d'un État qui soit le garant de la cohésion sociale et territoriale. Et nous avons besoin d'un État protecteur, qui a à cœur la dignité de nos concitoyens. C'est beaucoup de belles paroles, c'est des objectifs nobles. Et une fois qu'on a dit tout ça, quand nous voyons notre mode de fonctionnement, indéniablement, nous avons beaucoup de marge de progrès. Hier, à préparer cette intervention, je me suis amusé à mettre des titres. Je suis arrivé à 40 titres d'espaces de progrès possibles. Je vais en retenir une dizaine très rapidement pour ne pas m'épuiser la parole. Il y a bien entendu d'abord la question de la gouvernance. Elle est centrale. Elle implique bien sûr les questions d'organisation, des questions de méthode, de gestion du temps, d'architecture du gouvernement, y compris du choix de la qualité des hommes et des femmes qui constituent un exécutif. C'est un thème en soi, il est extrêmement important. Et après, la question, bien sûr, de l'évaluation des politiques publiques.
Nous sommes arrivés, nous avons développé des formes d'expertise en termes de contrôle, en termes d'audit, mais la culture de l'évaluation, l'obligation de résultat est encore devant nous. Et elle doit devenir incontournable quand on fait un projet public, de la préparation d'un texte de loi, où on doit estimer avec étude d'impact quelles sont les retombées attendues, à l'évaluation qui doit suivre par la suite, pour corriger le tir, pour modifier un certain nombre de choses, c'est des dimensions importantes. Nous devons, chaque fois que c'est possible, et de plus en plus aller vers l'exemplarité. L'exemplarité de l'État, c'est l'État qui paye qui réduit ses délais de paiement. L'exemplarité de l'État, c'est l'État qui n'accumule pas des arriérés de TVA. C'est des choses qui, aujourd'hui, sont au cœur de la réflexion et qui, j'en suis persuadé, seront au cœur de l'action dans les semaines et mois qui viennent. Nous avons besoin d'un État qui revoit ses investissements publics. L'investissement public a atteint des montants importants, il est devenu la variable centrale de la croissance économique, mais il ne peut pas se réduire à une sommation d'investissements des uns et des autres. Il doit obéir à une logique, à un certain nombre d'objectifs, qui soient en termes d'emploi, qui soient territoriaux, mais nous avons besoin d'optimiser cet investissement public pour en attendre un meilleur rendement. Nous avons besoin, bien sûr, d'utiliser au mieux les possibilités offertes par les technologies de l'information. Le zéro papier doit être l'objectif. Et à travers cette simplification, cette dématérialisation, nous traitons aussi d'autres questions, telles que la question de la corruption, ou un certain nombre de questions qui peuvent aussi trouver des réponses à travers cette utilisation accrue des technologies de l'information. Nous devons éviter de tomber dans la fuite en avant des textes de loi. Et face à un problème, la réponse n'est pas uniquement un texte de loi. Quand on a fait un texte de loi, on a l'impression que le travail est achevé. Or, le travail ne fait que commencer. La question est de l'implémentation, de l'appropriation par les acteurs. Et donc, nous allons faire une réforme des CRI, nous allons faire une réforme des régions, nous allons décongestionner. Mais les textes de loi, s'ils ne sont pas suivis d'effets, s'il n'y a pas des amis de la réforme qui la portent au plus loin possible dans les coins les plus reculés, si le sens de la réforme et de la modernité reste à Casa et à Rabat, nous n'avons rien fait. Donc, il faut avoir le souci de partager et d'aller le plus loin possible. Nous avons besoin, bien sûr, de retraiter la question du capital humain. Ça commence aujourd'hui, on le sait tous, par le préscolaire. Ça se termine par les maisons de la culture. Sur tout l'arc-en-ciel, des choses importantes doivent être faites. Nous avons besoin d'apprendre à communiquer. Nous vivons dans un monde où les réseaux sociaux sont devenus de formidables machines de production, de détresse et de désespoir. Et nous devons apprendre à communiquer pour qu'un incident ou pour qu'un mécontentement local ne se transforme pas à cause d'une multitude d'erreurs de communication ou de maladresse, ne se transforme pas en un problème national. Et donc ça aussi, c'est une dimension très importante parce que le monde a changé, tout se passe en temps réel et un gouvernement se doit de trouver les bonnes réponses dans ce monde-là. Nous devons aussi, parce que l'État, c'est d'abord des femmes et des hommes, redonner aux fonctionnaires la dignité d'être fonctionnaire, reconsidérer la fonction publique, parce qu'il n'y a rien de plus noble que d'être au service de la collectivité. De ces fonctionnaires dont on attend beaucoup, il faut aussi aujourd'hui avoir à l'esprit qu'il faut les revaloriser pour qu'ils soient au rendez-vous de l'histoire. Nous devons bien entendu lutter et protéger l'entreprise des méfaits de la contrebande, du secteur informel. Nous devons livrer les batailles qu'il faut au niveau international, bilatéral, multilatéral, régional, parce que beaucoup de choses se jouent dans ces relations avec nos partenaires et souvent nous ne sommes pas une équipe Maroc, nous sommes des fonctionnaires qui allons défendre des intéressants. Donc beaucoup est à faire. Nous devons bien sûr veiller à une plus grande intégration de la femme au niveau de la population active. Nos études au ministère parlent d'un point de PIB additionnel. Et si cette intégration se faisait, nous devons utiliser les Marocains du monde. Tout ça, et la liste est longue, c'est des espaces de progrès. Et ces espaces de progrès, nous devons y travailler ensemble pour qu'on puisse arriver à un État qui soit exemplaire, qui soit au rendez-vous des attentes et qui prend mieux en charge les préoccupations de notre jeunesse. Merci beaucoup. Monsieur l'évêque, vous travaillez... votre groupe travaille sur les normes anticorruption et l'éthique. Comment est-ce qu'on peut changer une culture pour amener la responsabilité et la transparence? On a entendu, le mot a surgi à plusieurs reprises dans la discussion, mais aussi un peu plus tôt dans la matinée. Et en fait, plus fondamentalement, pourquoi est-ce que vous voyez la responsabilité éthique
comme un pilier de la croissance économique. En quoi est-ce que c'est constitutif du rêve marocain dont Catherine a parlé? Alors, merci. Bonjour à tous. Un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Excusez mon accent québécois. Alors, je vais vous partager quelque chose qu'on a eu à travailler au Québec. Au Québec, depuis plusieurs années, il y a plusieurs années, les gens ne payaient pas beaucoup leurs impôts. Les gens, quand ils faisaient quelque chose, c'est parce que la police les obligeait. Je donne un exemple. On mettait la ceinture de sécurité il y a plusieurs années. Il y a 20 ans, c'était obligatoire et parce que les policiers pouvaient nous arrêter. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, on met la ceinture de sécurité parce qu'on veut préserver nos vies. On a confiance, pas parce que la police nous l'exige. Mon fils, il a 4 ans. Aujourd'hui, il va s'asseoir dans un petit banc à l'arrière, bien attaché, pas parce que la police va nous m'arrêter, mais parce que je veux que pour sa vie, le protéger. Alors, les choses ont évolué, mais encore aujourd'hui, le lien de confiance entre les entreprises et le gouvernement et les citoyens et le gouvernement est fragile, même au Canada. J'ai présidé un parti politique au Canada et on a fait demander à avoir une enquête sur la corruption auprès des compagnies de construction, auprès de différentes organisations. Et on a découvert que la corruption était partout. Et s'il y a quelque chose dans le monde qui mine la confiance, imaginez-vous, si vous êtes dans une entreprise, on vous recevez à chaque année, vous devez faire une déclaration d'impôt. Mais vous vous dites que l'argent que vous allez donner va aller à des gens corrompus qui vont utiliser leur argent pour leur famille, pour leurs amis, pour leur environnement. Mais que cet argent-là ne va pas revenir dans la collectivité. Vous avez entendu tantôt parler de la Chine, de l'équilibre fragile, quand le Big Fish ne va pas retourner pour l'ensemble de la collectivité, mais pour certaines personnes. Alors, dans toute société, il est important de mettre des processus en place pour démontrer concrètement que l'on peut faire face à la corruption. Et comment on le fait? On analyse, on accepte d'être humble face à ça. On ne le fait pas dans le jugement. Parce que les pratiques qu'on fait actuellement, c'est peut-être des choses qu'on faisait depuis plusieurs années, qu'on a banalisées, qu'on a trouvé qui étaient normales. Mais aujourd'hui, l'éthique est devenue quelque chose d'important. L'éthique aujourd'hui, ce n'est plus juste l'égalité homme-femme, ce n'est plus juste au niveau salarial, toutes les choses qu'on peut voir aujourd'hui. C'est de faire face aux grands problèmes de ce monde et la corruption en fait partie. Alors, en tant que société, on doit voir de face nos risques. On doit, après qu'on ait vu nos risques, voir c'est quoi nos processus pour prévenir, cadenasser les opportunités. Et une fois qu'on a fait ça, former, communiquer avec les gens qui sont dans notre environnement. Alors, le gouvernement a un rôle à faire. Le gouvernement doit montrer l'exemple. Ne doit pas juste dire aux autres, faites ceci, passez par... Au Canada, on a l'autorité des marchés publics avant que vous puissiez faire affaire avec le gouvernement. Le gouvernement lui-même doit démontrer qu'il fait des efforts chez eux. Et les entreprises vont gagner confiance et les citoyens vont gagner confiance. Ils vont payer encore plus leurs impôts. Ils vont sentir que l'argent est bien géré. Et c'est ce mouvement-là qui, pour le futur, est extrêmement important et que les citoyens vont demander de plus en plus. Alain, Ebobissé Africa 50 développe et investit dans des projets rentables. Vous catalysez des fonds publics et des capitaux privés. Donc vous êtes au cœur de ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire que vous voyez au quotidien comment est-ce que les gouvernements opèrent, mais vous voyez aussi vos partenaires privés qui ont des exigences, des attentes. Pour vous, quelle serait, parce que c'est une plateforme importante pour avoir l'oreille des gouvernements, puis on est aussi retransmis sur les réseaux sociaux, donc c'est une parole qui va voyager. Pour vous, comment est-ce que les gouvernements peuvent attirer plus d'investisseurs? Quelles sont les mesures clés qui vont faire qu'une destination va être plus attrayante? On a entendu parler tout à l'heure avec M. El Andalousi d'un pays, d'un Maroc qui inspire confiance aux investisseurs. C'est une recette qui marche. Qu'est-ce qui pour vous marche? Merci Estelle. Tout d'abord, permettez-moi de remercier la CGM et son président, mon frère Saladin Mezouar, qui est là, de m'avoir invité pour discuter de ce thème assez important. Et si vous permettez également, je voudrais focaliser mon propos sur les infrastructures, parce que c'est le domaine que l'organisation internationale que je dirige, Africa 50, couvre, mais également
c'est un domaine où je pense que dans le futur, le secteur privé devrait jouer un rôle beaucoup plus important qu'il ne joue actuellement. Alors, je vais déjà prendre une vision panafricaine pour donner 2 ou 3 chiffres. Les besoins d'investissement en infrastructure en Afrique sont estimés par la Banque africaine de développement, dont ma collègue Léla est présente ici, à peu près 170 milliards de dollars annuels qui doivent être investis dans notre continent. Seulement moins de 70 milliards de dollars sont investis aujourd'hui. Donc il y a un gap qui est estimé à presque 100 milliards de dollars annuels qui doit être investi pour résorber le déficit d'infrastructures dans notre continent. Et il y a un consensus qui est clair aujourd'hui. Le secteur public ne peut pas à lui tout seul combler ce gap-là. Donc il faut trouver un moyen d'accélérer la mise en œuvre des projets infrastructures qui sont financés et développés par le secteur privé. L'infrastructure en général, c'est des services publics, mais ils peuvent être totalement, de manière très efficiente, délégués au secteur privé, sous le contrôle de l'État, bien sûr, mais c'est ce que l'on voit de plus en plus dans plusieurs pays en Afrique et dans les régions du monde. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand j'étais un jeune, un peu plus jeune, je suis encore jeune. Toujours très jeune. Un peu plus jeune investment officer à IFC, au groupe Banque mondiale, mes équipes ont travaillé sur un projet en Géorgie, le projet Swakevi, qui est une centrale hydroélectrique financée entièrement par le secteur privé. Et en Géorgie, ils ont fait plusieurs projets privés et qui montrent que le secteur privé pourrait avoir une place plus importante dans le financement, le développement des projets infrastructures. Et on n'a pas besoin d'aller jusqu'en Géorgie. Ici au Maroc, on a quelques projets, mais on pourrait en avoir beaucoup plus. Aujourd'hui, le pourcentage d'investissement du secteur privé dans le secteur des infrastructures en Afrique, il est de moins de 10%. La moyenne mondiale au niveau des pays émergents, c'est de 20%, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel encore beaucoup plus important pour notre continent d'augmenter significativement l'investissement privé dans les infrastructures. Et je suis certain que dans cette salle, il y a plusieurs entreprises marocaines, pas uniquement les banques, mais également les industriels, qui sont prêts à financer, à développer les projets infrastructures, si tant est que ces projets étaient mis à disposition du secteur privé. Donc, une des premières priorités que je recommande à mes actionnaires, encore une fois, Africa 50 est détenu par 27 pays africains, dont le Maroc, qui est un de nos actionnaires, et la Banque Al-Maghrib, la Banque africaine de développement, c'est nos actionnaires. Ce que je recommande à nos actionnaires, et je parle un peu partout quand je les rencontre, c'est d'accélérer la mise en œuvre des partenariats publics-privés de façon à augmenter significativement l'investissement privé dans le secteur des infrastructures. Au Maroc, je pense que les besoins d'investissement en infrastructures sont estimés peut-être à 8 milliards de dollars annuels qu'il faut investir. Ce qui est investi aujourd'hui, c'est un peu moins, donc il y a un gap d'investissement qu'il faut combler. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce pays, les conditions sont réunies pour qu'on puisse augmenter un peu plus l'investissement privé. Les autorités en sont conscientes. Je crois d'ailleurs que, bon, sans révéler des secrets, mes discussions avec mes actionnaires, donc les ministres des Finances et également son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui m'ont reçu, font penser qu'il y aura une accélération dans ce domaine où on va voir un peu plus d'investissement privé dans les infrastructures dans ce pays. Et ça va permettre d'accélérer la mise en œuvre de ces projets. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des projets sont financés par la puissance publique. Et c'est bien, mais ça réduit ce qui peut être fait. Je pense que si on utilise les fonds publics comme un levier pour permettre d'amorcer le développement de ces projets-là, et ensuite le secteur privé prendra le relais, ou alors d'allouer ces fonds publics aux secteurs qui ne sont pas suffisamment commerciaux. À ce moment-là, on dégage la capacité bilancielle de l'État pour que le secteur privé marocain et ailleurs fasse plus de projets. Donc, ce que je voulais dire ici, je prêche pour le domaine que je connais le mieux, c'est que l'infrastructure, qui est si importante pour le développement économique d'un pays, contient des sous-secteurs qui sont finançables de manière très facile par le secteur privé dès lors qu'il y a un cadre légal qui existe, qui peut être renforcé, qui permettent aux investisseurs privés d'arriver et que les risques soient alloués de manière raisonnable aux différentes parties, mais surtout que les rendements
que les entreprises puissent retirer de ces projets-là soit acceptable au regard des risques qui sont pris. Africa 50 est prêt à accompagner le gouvernement marocain, mais également les autres gouvernements actionnaires, pour mettre en place ces projets-là. Et je vais d'ailleurs terminer en suggérant une des idées que j'ai proposées à différents actionnaires, qui est un concept qui n'est pas nouveau, hein, c'est le concept dit de asset recycling, qui est en fait une technique qui permet aux États actionnaires qui ont financé des projets d'infrastructures qui sont commerciaux, une fois que le rôle de l'État est terminé dans ce projet, l'État pourrait donc mettre en concession ou dégager des ressources qui avaient été immobilisées dans ces projets pour financer de nouveaux projets. C'est la technique de recyclage de l'argent qui est immobilisé dans un projet que l'État a financé dans un premier temps, qui peut dégager pour donc le mettre. Africa 50 est prêt à travailler avec nos États actionnaires dans le Maroc pour mettre en œuvre ce type de projet. Et je crois que, et je termine avec un dernier chiffre parce que j'aime beaucoup ce chiffre, aujourd'hui au niveau africain, le montant d'investissement privé dans les infrastructures qui est investi aujourd'hui en Afrique, en 2017, selon les chiffres de la Banque mondiale, à peu près 5,5 milliards de dollars en Afrique, de tout le continent. Le même chiffre en Asie du Sud-Est, c'est à peu près 40 milliards de dollars. En Amérique latine, 20 milliards de dollars. Mon vœu, c'est que dans quelques années, dans notre continent en Afrique, que nous passons de 5 milliards ou 6 milliards de dollars que le secteur privé investit aujourd'hui en Afrique dans l'infrastructure, à 10 milliards, voire 15, pourquoi pas 20 milliards de dollars. Et ça, c'est tout à fait possible parce que ce continent regorge de nombreuses possibilités. Merci. Merci Alain. Alors, malheureusement, on doit écourter cette session parce que nous sommes entre le déjeuner et tous ces gens-là. Donc, vous voyez, je pense qu'on prend un risque en s'interposant et qu'on a encore un autre panel. Je voulais vous remercier, messieurs, infiniment. Je pense que c'est important d'avoir compris le message de l'importance de l'État et des réformes que vous aviez annoncées. Oui, malheureusement, il y a encore un autre panel. Je vous présente mes plus belles excuses. Je pense que vous allez continuer la discussion autour de la table. Vous vouliez, si chacun fait un mot de conclusion, je suis ravie. Est-ce que c'est possible? Monsieur, vous alliez commencer. Vous êtes un très bon négociateur. J'ai de la peine pour vos amis de la CGM. C'est important aussi qu'on dise quelles sont les attentes de l'État vis-à-vis du secteur privé. Parce qu'elles ne sont pas à sens unique. Nous sommes dans un moment particulier. Nous sommes dans ce fameux ici et maintenant et beaucoup de choses se jouent. Et donc, il faudrait qu'on aille vers un changement de posture des deux côtés. Il faut que Casa ait plus d'estime pour Rabat et inversement. Il faut que le discours change aussi. La réalité n'est jamais ni noire ni blanche. Si je posais la question quid de la situation économique, la réponse ce serait de me dire Denia Warfa, l'investissement est à l'arrêt. Si je prends les indicateurs de conjoncture, j'ai des exportations qui augmentent à 2 chiffres, j'ai des importations de biens d'équipement qui progressent de 18%. Et donc la réalité est plus complexe. Et nous devons de plus en plus parler de ce verre à moitié plein. Je pense qu'il est important. Mais je vous prends au mot. Non, je vous prends complètement au mot. Quel est votre message? Vous avez la CGM face à vous. Vous demandez un changement de posture des patrons marocains. Qu'est-ce que vous attendez? D'imprégner plus d'optimisme dans nos démarches, parce que l'inquiétude, finalement, finit par bloquer l'action. Il faut qu'on donne une chance à la confiance. Il faut qu'on retrouve le chemin de l'investissement. Il ne faut pas que l'investissement industriel se résume à des IDE. Nous sommes et nous devons nous mobiliser collectivement. Dans cette salle, il y a des gens formidables. Notre pays regorge de talents. Il nous faut aujourd'hui mobiliser les énergies. C'est ça qui est important. Et je pense que demain est fait d'éléments de continuité, d'éléments d'accélération, mais beaucoup d'éléments de rupture. Et nous devons, durant ces 2 journées, concocter ce cocktail, finalement, qui nous donnera l'énergie et le souffle. Nous devons ressortir de ces 2 journées avec un nouveau souffle, avec une nouvelle perspective, parce que notre jeunesse attend et nous n'avons pas le droit de ne pas être au rendez-vous. Monsieur Raoult. Bon, on ne peut que partager les diagnostics faits et même les vœux. 2 mots pour moi très importants, je pense que ça a été dit. Aujourd'hui, il y a un besoin, une demande d'éthique
très importante, par tout le monde, par nos citoyens, nos concitoyens, par l'entreprise, par l'État. L'État doit être exemplaire et l'entreprise aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'entreprise citoyenne, mais c'est une co-construction à laquelle il faut contribuer. Il est aujourd'hui nécessaire que, d'abord, on réfléchisse ensemble et en commun entre le monde privé et le monde de l'État ou du gouvernement à l'avenir de ce pays, qu'on construit, que ce mur de méfiance soit cassé et qu'on construise la confiance. L'éthique est l'ingrédient principal. Quand les gens font confiance à ce que devient leur argent, ils payent leurs impôts, ça a été dit. Quand ils croient que l'intérêt général est sauvegardé, ils sont heureux dans l'entreprise et ils sont heureux de contribuer au bien public. Élément qui nous manque quand même dans notre pays, il est nécessaire, par rapport à compléter ce que je disais tout à l'heure, et c'est mon dernier mot, tout à l'heure ça a été dit dans le discours juste avant ce panel, c'est un pays, le Rwanda, qui brille par sa capacité d'exécution. Aujourd'hui, il faut que l'État, le gouvernement ne se contente pas d'évoquer ou de promulguer des lois, mais de veiller non seulement à leur application, mais à leur finalité. Et je crois que c'est en améliorant cette capacité d'exécution qu'on recréera aussi la confiance, en plus du domaine de l'éthique dont j'ai parlé. Monsieur l'évêque, un mot de conclusion. Une étude des HEC a démontré que ce n'est pas la couleur de la peau, ce n'est pas la situation géographique qui font le succès du développement économique. C'est une bonne gouvernance, une bonne éthique et une confiance mutuelle en chacune des parties prenantes. Alors, c'est ce qui veut amener un vrai développement économique. Alain, un mot de conclusion? Oui, un mot de conclusion. Je crois que je suis d'accord qu'il faut parler des choses qui sont faites, parce qu'il y en a pas mal qui sont faites dans notre continent, ici au Maroc. Mais compte tenu des besoins importants, je crois que ce que je veux dire en conclusion, c'est qu'il faut accélérer la mise en œuvre et en faire encore plus. Donc, on fait déjà pas mal de choses, mais accélérer et faire plus. Voilà. Monsieur Guillory. Yeah, just a couple of points. Definitely there are obligations and expectations from government to private sector and from private sector to government. But in my experience, government has to take the first steps to create the environment. And if you want to describe this in one word, it's simplification. Simplification of everything, simplification of rules and regulations, because this is how you fight corruption, this is how you create better business environment. One example, we decreased the number of taxes from 21 to 6 in 1 year, and we decreased tax rates of every tax and simplified everything. Flat taxes for everyone. Do you know what happened? Our tax collection increased because everybody started paying taxes. There was an example of Lagos here where state told to the public that please pay taxes so it will be great again. If the taxes are unrealistic, nobody will pay for them fully. What you want to do is have a fair system where everybody pays fully taxes, but it's possible, it's implementable. And this type of system was created in Georgia. When we're talking about Rwanda, by the way, I remember when I was Prime Minister, delegation of Rwanda coming to Georgia and learning from Georgia business environment reforms and doing business reforms. Actually, they did great. Right now, they are one of the leading countries in Africa, but all this actually started in a small country called Georgia, where we actually did the simplification, rule simplification of regulations, and with that, we actually drove the country forward, creating better environment for the private sector. Monsieur Guillory, thank you. Monsieur Raoult, Monsieur Chorfi, Monsieur l'évêque, Monsieur Ebobissé, merci infiniment. Je crois qu'on a compris le message. On a compris, le message, reprendre confiance, investir massivement pour le rêve marocain, le construire et réfléchir ensemble. C'est le message aussi qui a été envoyé d'un partenariat qui est renouvelé. Vous avez 2 jours pour assaillir notre ami qui est prêt à écouter. Et je pense que c'est très important, c'est une main tendue aussi. Il faut de l'exécution, il faut du résultat. Ça, c'est une exigence, accélérer la mise en œuvre et laisser le gouvernement faire le premier pas. L'engagement aussi ici de la CGEM, c'est de dire que vous êtes partant et puis avoir des taxes réalistes. J'ai vu que vous avez eu beaucoup d'applaudissements là-dessus. Messieurs, merci beaucoup.